Bonjour, bon après-midi et bonne soirée à tous. Bienvenue à notre 33e webinaire. Moi, je suis Neti Daftari, ici au nom du Cercle des professionnels des fentes. Le webinaire d'aujourd'hui portera sur les fentes palatines isolées, les complexités de cette pathologie et la manière dont les pratiques de détection précoce pourraient être appliquées au contexte à revenus faibles et intermédiaires. Interprétation simultanée en espagnol sera disponible pendant le webinaire complet identifié par Ben et Eva qui nous rejoint du Chili. Au bas de l'écran, vous verrez un bouton. Si vous voulez écouter le reste de ce webinaire en espagnol, cliquez ce bouton, choisissez espagnol pour une expérience idéale de participation au webinaire. Si votre bande passante le permet, gardez la vidéo activée s'il vous plaît. Utilisez le chat pour vous présenter au groupe et dites-nous d'où vous venez. Merci de rester muet sauf pour parler au groupe. Après la présentation du panel, la discussion à suivre, où vous pouvez poster vos questions via chat ou sur vidéo par main levée. Voici comment sera le webinaire d'aujourd'hui. Nous lancerons ce webinaire d'1 heure avec un bref mise à jour. Nous aurons ensuite une présentation de panel par le Dr Alex, Abel du Royaume-Uni, le Dr Parakrama Wijikun et le Dr Tanuja Herat qui nous rejoignent du Sri Lanka. Une fois que le panel présenté, nous ouvrirons la discussion. Ainsi, la demi-heure restante sera consacrée aux questions et commentaires, la discussion et la clôture. Nous visons 3 objectifs au COCP. Notre but, c'est de faciliter la réseautage et la collaboration parmi les pros du FENT pour échanger sur l'apprentissage et l'impact au sein, le soin du FENT, alors que nous soutenons la croissance des équipes locales pour la mise en œuvre de soins complets. Notre adhésion est constamment assurée. Nous avons plus de 660 membres dans un vaste éventail de spécialités soins FENT. Le plus grand groupe est des chirurgiens de FENT, 190 membres, suivis de près par orthophoniste à 151. Comme vous voyez, nos membres sont répartis dans le monde. Ce sont les 81 pays d'où viennent nos membres et merci aux 11 organisations caritatives internationales, ces organisations qui sont venues ensemble pour former le COCP et toutes ces activités possibles. À vous, Hugues. Merci, Neti. Je m'appelle Hugues Brewster. Je suis ici à Toronto, Canada, au nom du Cercle des pros de FENTES. Je suis ravi de vous voir au 33e webinaire. Dans la série, nous avons évidemment eu beaucoup plus que prévu initialement grâce à la pandémie. Si cela peut être positif. Voir encore un autre aspect positif, cette communauté des personnes tellement engagées dans les soins des fentes pour y consacrer du temps ensemble. Sinon fait, tapez votre nom et votre emplacement dans le chat. Cela aide vraiment à guider notre discussion. Alors, sans tarder, je veux juste vous présenter notre sujet pour aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, je veux dire, j'ai été chez Transforming Faces à Toronto. Pendant environ 5 ans et demi, je n'en avais pas vraiment. J'ai été choqué de lire un peu sur la recherche du Dr Alex, un peu sur ces 30% de fentes palatines isolées allant non détectées au Royaume-Uni. Et vous savez, en effet, que ce nombre était, disons, choquant pour moi. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour parler un peu de l'apprentissage du Collège royal de pédiatrie et de santé infantile, comme ils ont introduit ce guide des meilleures pratiques avec Dr Alex, comme moteur principal dans cela. Et nous allons en apprendre un peu plus aujourd'hui sur son travail en tant que membre d'équipe, faisant avancer cela au Royaume-Uni aussi, ce que nous pourrions apprendre d'autres contextes de pays à revenus faibles et intermédiaires. Et je suis vraiment ravi qu'il ait invité 2 de ses proches collègues, le Dr Parakrama Wijikun, qui est un senior consultant en chirurgie maxillofaciale à la faculté dentaire de l'Université des sciences à Peradeniya, Sri Lanka. Également, son collègue là-bas, le Dr Tanuja Herat, qui est un pédiatre consultant et chargé de cours senior au même institution. Dr Alex, premier consultant pour la fente labiale et palatine, pédiatre à Great Ormond Saint, hôpital pour les enfants à Londres et qui a également eu 20 ans d'expérience comme membre d'équipe du projet de fente labiale et palatine de Sri Lanka. Nous sommes ravis que vous soyez ici. J'espère que vous penserez à votre propre contexte et à quelques bonnes questions auxquelles poser. Comme nous le passons, comme Neti l'a dit, environ 30 minutes à discuter de ce que peut-on apprendre du Royaume-Uni. Comment cela s'applique-t-il à notre contexte? Quelles questions avons-nous sur la procédure pour ce sujet vraiment crucial, les fentes palatines isolées? Alors, je vais passer le micro au Dr Alex juste pour nous. Partons. Merci beaucoup pour cette très belle introduction et merci vraiment beaucoup pour la suggestion. Vous savez que Transforming Face devrait organiser ce webinaire. Je suis vraiment ravi de saisir cette opportunité parce que, comme
vous découvrirez, je l'espère vraiment, que j'ai des motifs cachés. Bien. Alors, si je peux, j'ai petits problèmes initiaux sur mon parti, espérant publier ceci et vous le donner comme un diaporama que nous verrons, nous pourrons le voir et nous y passerons, attentivement observant chaque détail. À partir d'ici, et je suis vraiment tellement ravi d'être réuni avec mes deux collègues, avec qui j'étais tellement proche, et je suis ravi de dire que j'espère ce n'est pas un secret, mais ils sont en réalité encore plus proches puisqu'il se trouve qu'ils être époux. Et le fait est que nous avons travaillé ensemble, comme tu sais, dans le projet au Sri Lanka et au Royaume-Uni, lié à leur visite pour une partie spécifique, leur formation. Donc, bien qu'ils ne soient pas impliqués dans l'enquête elle-même, ils ont clairement utilisé nos découvertes dans leur travail à Peradeniya au Sri Lanka. Donc, le discours sur la retarde de référence des cas de fente palatine isolée, apprenant du programme réussi de détection du Royaume-Uni qui a pris environ la meilleure partie de 15 ans pour être pleinement testé. Les directives sont issues des préoccupations des familles et cliniciens sur les retards en détection de semaines, de mois, parfois même des années dans ce que nous pensions doit être bien organisé. La Service national de santé des pays à revenus élevés, ces directives pour les meilleures pratiques ont amélioré le chance de détection précoce. J'ai une raison particulière de vous les présenter parce que j'espère apprendre de vous. Notre espoir est que ce webinaire aidera à délivrer les aspects pratiques et un message qui peut être modifié avec votre contribution de manière qui fonctionne pour les soignants professionnels de nourrissons et jeunes enfants dans vos communautés. Alors, veuillez s'il vous plaît être prêt à donner des commentaires utiles vers la fin de la présentation. J'ai vraiment hâte de débattre. Donc, juste un rappel, l'incidence mondiale de fente labiale et palatine, c'est 1 sur 700. Pour la fente palatine isolée, sans fente labiale, le chiffre moyen pour l'occurrence est de 1 sur chaque 2000 nés. Le rapport hommes à femmes, l'inverse de celui observé pour la fente labiale et palatine, c'est d'1 à 2. Vous êtes conscient de la manière dont le taux semble varier à travers le monde et vous verrez précisément sur l'histogramme du côté droit. Il est intéressant de noter comment cela varie de manière assez notable selon l'ethnie concernée. Ainsi, c'est effectivement le plus élevé au Canada et en Finlande, avec les Indiens américains et les natifs d'Alaska, mais pas de beaucoup comparé à le plus bas, concerne directement les personnes issues du continent africain. Donc, la fente palatine isolée présente la plus haute association ou connexion des groupes de fente labiale et palatine pour les anomalies congénitales à 30 jusqu'à 50% dysyndromiques. Ainsi, une clé pour identifier d'autres anomalies, le plus courant étant la séquence Robin, les autres étant ceux avec la malformation cardiaque congénitale, syndrome de délétion 22q11, Stickler syndrome, alcoolisation fétale, des blessures Vander, dysplasie squelettique. Et vous saurez qu'il y a littéralement des centaines d'autres associations. Et maintenant, j'aimerais juste présenter Tanuja Herat et demander si vous pourriez parler de l'importance de la détection précoce de la fente palatine isolée si importante. Merci, Dr Abel. Il est essentiel que nous sachions tous, il est essentiel de détecter précisément la fente palatine isolée, comme le plus tôt possible, parce que cela doit en effet se faire, parce que c'est très important que vous assuriez adéquate ainsi que sûre l'alimentation, car ce défaut est étroitement associé à des récurrences, à l'aspiration de lait, ce qui entraîne une pneumonie par aspiration et également des infections récurrentes de l'oreille moyenne. Et aussi parce que c'est, comme dit, cela est lié à beaucoup d'autres anomalies congénitales. La détection de la fente palatine isolée est importante afin que nous soyons conscients et vigilants dans la recherche d'autres anomalies congénitales chez ces enfants le plus tôt possible. Et l'alimentation et la nutrition sont extrêmement importantes car vraiment, tout le monde sait que ces 2 années spécifiquement sont très, très cruciales. Il y a une période où vous avez vraiment besoin d'une nutrition tout à fait adéquate pour l'avenir, à le développement et pour garantir pleinement les potentiels humains à leur maximum et des quantités adéquates.
Donc, et également si nous détectons cela plus tôt, nous sommes capables d'organiser efficacement le soutien parental pour leur expliquer. Il faut les conseiller et dire ce qu'ils devraient vraiment faire et c'est quoi notre programme. Et il est essentiel que nous agissions, sans aucun doute, le plus tôt possible, avec un diagnostic pour assurer une prise de poids adéquate, ce qui est absolument essentiel pour la correction chirurgicale et donc pour une intervention chirurgicale précoce. Et alors, il est très important de le diagnostiquer le plus tôt possible. Merci beaucoup. Merci bien. Bon, alors merci Tanuja. Nous avons examiné une enquête et le début, c'était en 1998. Les parents britanniques de l'association du bec de lièvre et fente palatine CLAPA a enquêté et trouvé que 10% des fentes palatines étaient non détectées, présentes dès le premier examen à la naissance. C'était le rapport des parents. Alors, j'ai vu les dossiers cliniques à Great Ormond Sound, ce qui a confirmé qu'en réalité, ce n'était pas 10%, mais 30% dès le début. Examen du bébé. Ainsi, le registre national des fentes du Royaume-Uni, que nous appelons CRANE, a alors commencé à collecter les données et au cours des 10 années qui conduisant à où nous en sommes actuellement, le taux est resté exactement le même, à 30% et 20% à 72 heures. C'est la période la plus longue qui serait autorisée au Royaume-Uni dans termes de l'examen du bébé dans la période néonatale. De cette manière, donc autrement, en Norvège et aux Pays-Bas, voici un exemple pertinent. 2 pays européens, ils sont en réalité dans le même bateau avec ce que nous considérerions, je pense, dans la communauté des fentes, comme étant en effet un retard inacceptable. Au Royaume-Uni, l'objectif parmi la communauté chirurgicale des fentes est de diagnostiquer idéalement les fentes détectées dans les premières 24 heures de vie. Mais je pense qu'en réalité, c'est peut-être cela qui va finalement être un pont trop loin pour nos services néonatals tels qu'ils sont actuellement. Donc, en tout cas, nous avons ensuite rapporté cela en 2005 et en même temps, il était temps que nous examinions pourquoi les fentes étaient manquées. Et il semblait que les caractéristiques étaient d'une fente étroite et postérieure qui était moins susceptible d'être détectée tôt. Et un bébé à l'apparence normale est 2 fois plus souvent manqué qu'un qui semble un peu syndromique. C'est intéressant. Maintenant, la question était, vous savez, l'OMS qui en fait nous respectons profondément, mais nous nous demandions ce qu'il pourrait dire. Alors, l'OMS dit que la responsabilité pour l'examen et les normes est floue, une sorte de terre de personnes, comment ils regardent. Alors, est-ce le pédiatre ou est-ce le dentiste? Et j'ajouterais l'infirmière ou la sage-femme responsable de cette tâche pour détecter les fentes précocement. Cela a donc été suivi par une recommandation que les palais soient examinés par transillumination avec lumière et dispositif numérique, un examen des palpations. Mais où étaient les preuves? C'était ce sur quoi j'ai débuté. Quelle méthode est la meilleure ou devrions-nous utiliser les deux et comment et quand? Et donc, il manquait des études systématiques. Nous avons entamé à enquêter. Tout d'abord, nous avons interrogé les examinateurs du palais, les jeunes médecins et les sages-femmes dans hôpitaux à Londres et alentours. Près de la moitié des médecins se sont fiés à la palpation, comme la plupart des sages-femmes, et certaines faisaient à la fois la palpation et l'observation, et beaucoup ne semblaient pas être si bien formés pour être tout à fait honnêtes. Et donc, nous avons décidé que nous devions approfondir un peu plus, et nous avons testé l'usage de modèles orthodontiques grandeur nature de 3 différentes tailles, la fente néonatale étant petite, moyenne et grande. Comme vous pouvez voir sur votre écran, les résultats, en les comparant, indiquent que nous avons nommé des moules sans fente par des nombres et nous avons mélangé les initiales. Et l'idée était qu'ils pourraient en effet regarder-les et ensuite ils pourraient les palper. Et ainsi, nous pourrions comparer comment ils s'en sont sortis en faisant leur identification. Donc en fait, les participants, y compris de juniors, médicaux et infirmiers, et le personnel de sage-femme ont majoritairement correctement identifié sur visualisation à 95% lors de l'examen visuel, mais
à la palpation, réduit à moins de 50%, identifiant les 3 fentes existantes correctement. Quelqu'un a vu qu'un bout de doigt examine actuellement dans le sombre. Je veux dire, tu ressens. Alors, même les grandes fentes peuvent être manquées par palpation. Les participants ayant mal diagnostiqué la grande fente ressentaient le vomer du nez comme si c'était vraiment le palais dur. Cela semblait donc avoir un impact significatif, car après tout, manipulant et regardant attentivement les modèles, les mêmes groupes essayaient l'identification effectuée par palpation. Quelques jours plus tard, je suis retourné et ils se sont améliorés, mais beaucoup des fentes étaient encore manquées à la palpation. Donc, je pense vraiment que le message est assez clair, c'est logique. Toute la longueur du palais doit être visuellement inspectée. Alors, Para, j'aimerais te demander si tu pourrais maintenant prendre le relais pour cette question. Où exactement se situe la fente sous-muqueuse dans tout cela? Oui, merci Alex. En fait, il est vraiment très important de détecter la fente sous-muqueuse parce que lorsque vous ouvrez la bouche, la fente normale peut être visualisée, mais il y a le risque de manquer une fente sous-muqueuse sans vigilance bien examinée. Donc, comme vous pouvez le voir au milieu, il y a une ligne blanche où le triangle et la ligne bleuâtre représentent la muqueuse orale et la muqueuse nasale se joignant ensemble sans aucun muscle. Les muscles sont en fait comme une fente normale, ils s'attachent dans le fond du cœur, donc c'est un signe. La deuxième chose, et les 2 flèches montrent précisément l'épine nasale postérieure. Si vous palpez chez un patient normal, vous apercevrez un seul, épine nasale postérieure, mais dans la fente divisée en 2 côtés, et en plus de cela, parfois vous obtenez, comme vous voyez, une luette fendue dans l'image. Ainsi, la fente sous-muqueuse est parfois manquée même par le spécialiste, et c'est très important. Avec les fentes sous-muqueuses, lorsque le patient grandit, ils peuvent avoir une régurgitation nasale ou un problème avec leur discours, le retard de croissance et ensuite l'infection par méléa. Il est donc très important de suivre le patient. Parfois, les mères peuvent présenter certains symptômes. L'examen minutieux du palais est primordial. Un examen visuel approfondi ainsi que physique est requis, minutieusement effectué avec le doigt pour détecter la fente sous-muqueuse. La présence d'un signe, c'est clairement une indication pour une chirurgie, mais il fait très important à retenir. Avec une fente sous-muqueuse, la mère ou les tuteurs, ils le verront comme une fente tout à fait normale parce qu'ils ne voient pas aucun défaut. Mais, comme le savent bien les cliniciens, c'est un submuqueux. Donc, les chances de formation de fistules dans la fente sous-muqueuse existante ont été rapportées comme 1,4, soit 25%. Donc, les chances de traiter efficacement une fente sous-muqueuse avec la fistule sont très grandes. Ainsi, nous devons en discuter avec le parent avant de nous lancer dans l'opération. Sinon, il pourrait dire que la chirurgie a causé le défaut. C'est important. D'accord, oui, merci bien. Et juste pour souligner en quelque sorte qu'en Europe, l'âge moyen pour la détection, par exemple aux Pays-Bas, est de 3 ans et demi. Nous savons donc que c'est extrêmement difficile à diagnostiquer et à identifier précisément jusqu'à ce que les symptômes deviennent vraiment si prononcés plutôt que simplement réellement les signes physiques. Et encore une fois, c'est vraiment l'expert, c'est le chirurgien spécialiste des fentes palatines qui a le travail d'identification de cela habituellement. Nous avons donc rassemblé tous les acteurs concernés, les parents, sages-femmes, infirmières, chirurgiens, enfantes, néonatologistes, pédiatres, pour examiner la littérature. Ainsi, cela est devenu un groupe d'experts et des recommandations ont été formulées par consensus, approuvées par l'Institut national d'excellence clinique Nice. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet acronyme particulier, mais il est très hautement respecté au Royaume-Uni comme étant autoritaire sur de nombreuses méthodes éducatives, médicales et thérapeutiques. Donc, c'était le guide des meilleures pratiques parmi ceux-ci. Recommendations. 1. Examiner le palais dur et mou chez chaque nouveau-né. Enregistrez cela dans le dossier de santé de l'enfant. 2. Inspecter visuellement le palais entier. 3. Utilisez une bonne lumière de torche ou de téléphone portable et un abaisse-langue pour voir tout le palais. 4. Informer les parents. Si l'ensemble du palais n'est pas visible, c'est vraiment important.
Si un palais entier n'est pas visible pour revoir dans notre système en 24 heures, mais nous avons convenu que cela pourrait certainement être fait dehors, l'hôpital, au sein des cadres communautaires, tant que les gens étaient conscients de ce qu'on leur demandait de faire. Et également, il est vraiment important que les centres forment tous les examinateurs, c'est-à-dire tous les professionnels impliqués dans la prise en charge des nourrissons qui seraient susceptibles d'examiner, qu'ils devraient être correctement enseignés. N'est-ce pas? Tanuja, retour à toi pour l'inspection visuelle du examen du nouveau-né. Oui, l'examen du nouveau-né consiste essentiellement à évaluer minutieusement la santé du bébé à la naissance, concernant essentiellement la maturité, la croissance significative du bébé et également si le camarade est stable sur le plan vital et s'il y a des anomalies congénitales que vous devriez effectivement prendre en charge dès que possible. C'est donc véritablement l'idée de base de réaliser l'examen néonatal un peu après la naissance. Donc, dans notre disposition au Sri Lanka, je dirais effectivement que chaque bébé né, et vous savez, presque tous les bébés naissent soit dans un hôpital tertiaire ou bien un hôpital secondaire où il y a vraiment effectivement un pédiatre et également obstétricien. Très rarement, très peu naissent également dans certains hôpitaux ruraux où il y a un médecin et la routine générale est que chaque bébé est examiné par un médecin dans les 24 heures. Certains des bébés atteints de fente sont détectés à la naissance et surtout lorsqu'ils naissent par césarienne, il y a un pédiatre à chaud formé, présent effectivement au moment de l'accouchement, où il détecte ou vérifie également le palais, assurant sa précision. L'examen de routine, habituellement proposé pour le nouveau-né, est prévu. La plupart de nos bébés sont détectés dans les premières 24 heures suivant leur naissance, car lors de l'examen de routine, ils examinent avec soin le palais. Et ces bébés sont renvoyés chez eux en état normal, accouchement normal. Après un accouchement normal, ces bébés peuvent sortir 48 heures après. Au cours de la première semaine, une sage-femme visite à domicile et inspecte le bébé, surtout en ce qui concerne l'alimentation. Et il y a aussi un autre contrôle effectué par la sage-femme. Une visite à domicile à la fin de la deuxième semaine et il y a 3 visites de la sage-femme avant que le bébé n'aille à 1 mois pour être vu par un médecin. Donc, ces visites évaluent le développement normal du bébé, le bien-être et l'opportunité de détecter tout anomalie congénitale, en effet. Donc, par un intérêt certain, les bébés qui viennent à notre rencontre, au Centre pour les chirurgies de fente, je demande toujours où exactement était le bébé, né et quand et qui a donc détecté la fente. Donc, c'est presque, vous savez, dans 75% environ de ces bébés ont été détectés par le médecin et certains d'entre eux ont été également détectés par la sage-femme qui est également avec les bébés lorsque le bébé pleure et en visualisant directement lorsqu'il voit quelque chose, effectivement, une difficulté notable à téter ou à se nourrir correctement. Ainsi, si ces bébés ont un problème, les sages-femmes inspectent pour voir que ce soit en raison d'une fente ou de toute autre raison. S'il y a un souci avec l'alimentation et la santé générale. Le bien-être, vous savez, de changement de couleur ou quelque chose, ils seront orientés vers un médecin d'où pour une consultation. Les pédiatres ont l'opportunité de les voir. Donc, je pense que vous savez, dans notre configuration, la détection est très rarement manquée plus d'1 semaine après la naissance. Eh bien, en réalité, c'est une question extraordinairement profonde et un excellent filet de sécurité, enviable, je dois dire, et je souhaite que ce soit aussi bon au Royaume-Uni. Et vous avez un service néonatal enviable, un taux de mortalité également enviable pour votre partie du monde, et cela explique évidemment cela sans doute.
À suivre, le guide a été lancé par le collège avec ses partenaires en 2015. Vous pouvez voir ici les partenaires, les médecins généralistes, les périnatologues, l'association des parents et le chirurgien crânio-facial en tant que groupe sage-femme et le collège de pédiatrie lui-même. Et la question est, eh bien, quelle est la récompense ici? Nous voyons au cours de chaque année, 400 bébés avec fente palatine isolée naissent au Royaume-Uni. Ce graphique montre le taux de fente palatine détecté au sein du norme nationale d'examen dans les 72 heures après naissance. Les pourcentages sur la verticale et sur l'horizontale représentent les années. Vous pouvez voir que la plage est étroite pour l'illustration, mais cela va de 80 à 91% sont détectés par la fin de la première semaine, selon le rapport détaillé de cette année de Crane, notre registre national. Nous pouvons donc comprendre que cela semble effectivement être un processus, une amélioration significative, et c'est proche de ce que je pense que nous pouvons probablement obtenir en tenant compte que ceux qui sont maintenant en train d'être manqués sont généralement très petits et souvent détectés un peu plus tard que d'habitude à cause des symptômes. Nous avons examiné comment améliorer les taux et la première chose était que le changement devrait être mené par vous-même, des personnes comme vous qui sont des cliniciens seniors, des personnes qui sont des exemples et qui sont des éducateurs. Il y avait d'autres choses supplémentaires, mais les deux choses vraiment importantes qui améliorent les taux sont que le bébé soit tenu correctement avec l'aide attentive d'un soignant ou personnel. Trop souvent, il arrive qu'un médecin ou une infirmière procède à un examen sans vraiment tenir le bébé de manière correcte parce qu'ils ne le font pas avec l'aide. Et je pense vraiment que la mère est une très bonne assistante si l'on considère tout. Montrer comment, avec équipement adéquat, une spatule de qualité et une qualité. D'accord. Et maintenant, la possession du processus était aussi extrêmement important car chaque année, les données annuelles sont collectées à partir de chacun des 12 centres de fente au Royaume-Uni. Et bien que les taux fluctuent effectivement par région d'une année à l'autre, si les hôpitaux commencent à l'adopter, cela s'est passé dans un district d'hôpitaux anglais. Les sages-femmes ont décidé d'en faire un objectif d'inspecter chaque palais du bébé à la première tétée après naissance. Donc, après que le bébé a été mis au sein pour la première fois, il aurait alors, lors de la deuxième occasion, le palais inspecté. Aucune fente n'a été manquée sur 5 ans comme preuve d'efficacité dans une très grande zone significative au sud de l'Angleterre. Ainsi, la propriété du processus est une force motivante très importante et les sages-femmes de Medway sont à juste titre fiers de leur bilan. Maintenant, je veux juste aller dans des zones qui sont peut-être, qui vous concernent bien plus, c'est-à-dire quelle est la proportion exacte de fente palatine isolée aux pays à revenus faibles ou intermédiaires. Je n'ai pas trouvé de registre pour la fente labiale et palatine. Au CPI, je vous en serais reconnaissant si vous pourriez me guider. Je cherche minutieusement des indices à travers des rapports d'hôpitaux et d'ONG, et un exemple extrême est celui de l'Ouganda, où seulement 2% des personnes qui viennent pour chirurgie de fente labiale et palatine étaient des cas de fente palatine. Selon les docteurs Wilson et Hodges qui ont posé la question en 2012, où tous les palais ont-ils disparu? C'est une question très importante. Nous savons que les Africains ont une incidence plus faible. Pourrait-ce expliquer cela? En supposant les mêmes proportions du reste du monde, 30% fente palatine isolée. Où sont les autres 90% et quelques manquants de l'enquête d'Ouganda? Eh bien, Hodges pensait qu'ils étaient peut-être en train de mourir avant de venir à la chirurgie ou qu'ils ne viendraient pas du tout. Cela a donc reçu un certain soutien d'une enquête publique d'hôpitaux en Afrique du Sud, où la population de patients était 2, 3 africaines et un tiers d'autres ethnies. Là, la fente palatine était 30% du total des cas du FENCH. Et comme la moyenne mondiale, un autre centre hospitalier ougandais a bien trouvé que 25% des fentes palatines présentaient des anomalies supplémentaires à naissance, mais seulement 8% se sont présentés pour la chirurgie. Cela était-il dû à une anomalie limitant la durée de vie si des interventions appropriées ou un soutien ne sont pas disponibles? Eh bien, une enquête de Smile Train qui se trouve partout et réalise des milliers et des milliers de cas chirurgicaux et la collection de plus de 300 000 lieux africains de fente labiale et palatine
a trouvé que seulement 7% avaient une fente palatine. Et le ratio véritablement intéressant d'homme à femme, comme vous pouvez le voir, au lieu que ce soit 1 à 2, c'est presque exactement l'unité qui suggérait les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Les limitations des ressources économiques et la marque d'infamie des déformations visibles sont énormément influentes. La parole, l'éducation et l'emploi semblent être moins importants chez les femmes, et je pense effectivement que cela reflète malheureusement de nombreux aspects de nos sociétés. Mais c'est assurément un fait indubitablement incontestable. Alors, pourquoi c'est important? Comme le contrôle des vieux tueurs d'enfants par infection à travers le monde s'est amélioré, la part d'enfants avec anomalies congénitales, soins requis, a donc augmenté. Et je voudrais juste souligner que si le revenu est plus élevé, l'expérience du pays que nous avons réellement eu d'examens incohérents se produit aussi dans les pays à faible et moyen revenu, comme rapporté en Ouganda et l'Inde. La sous-représentation mondiale des fentes palatines pourrait être nettement plus grand. Retournons à la diapositive P9 4 4 11 25 6 45 6 9 5 4 6 0 9 0 4 9 1 point rappel. La différence. Les colonnes sombres, en effet, représentent la fente palatine, et vous pouvez clairement voir cela. En réalité, dans l'ensemble, c'est effectivement de 6 à 10 000 naissances pour les individus blancs, hispaniques, asiatiques, et également 4 pour les Africains noirs. Ainsi, cela devrait en réalité être très, très significatif. Le nombre de cas qui ne sont pas encore identifiés, et effectivement, nous avons fait quelque chose à ce sujet. Maintenant, je vais nous emmener à l'examen de la fente palatine, juste afin que nous puissions vraiment jeter un coup d'œil à ce que nous faisons à partir du point de vue d'essayer avec soin un peu d'éducation. D'accord. Donc, nous en sommes là. J'espère que cela va marcher pour nous et je vais cliquer dessus. Ceci provient du site web du Collège Royal que vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter. Téléchargez le module E spécifique 60 CD main 560 3B2F 406 avec 15 A46 AFCD 02330. Votre écran n'est pas vu. Je pense partager à nouveau votre écran. D'accord. Désolé. Je m'excuse. Pas un souci. Vous le voyez maintenant? Oui, nous allons l'écouter, bien. Ok, c'est bon. Après le premier examen des nourrissons atteints de fente palatine, sans fente labiale est entre 1 sur 3 et 1 sur 6 en Angleterre et Pays de Galles. L'attention à la technique correcte peut réduire le temps de référence pour l'évaluation par des experts, alimentation et soutien ou traitement émotionnel. L'inspection visuelle est le moyen le plus fiable d'identifier les anomalies structurelles dans la bouche affectant les gencives, le palais et la langue. Soupçon de fente palatine peut se présenter s'il y a des problèmes d'alimentation. Du lait sortant du nez pendant les tétées, pas seulement quand il régurgite ou renvoie, comme ce bébé qui fait des bruits humides en mangeant, et un filet de lait est régurgité venant de la narine droite. Il peut y avoir des difficultés respiratoires causées par la langue retombant dans le défaut du palais. Les outils nécessaires sont une bonne lumière comme une lampe stylo et un abaisse-langue, soit une spatule en bois ou une spatule en plastique ou seringue stérile d'1 ml. Les bras du nourrisson peuvent être tenus par un aide ou la mère, après avoir précisément expliqué le but de l'examen, par exemple, tenez les bras doucement et fermement de chaque côté de la tête ou maintenir la tête avec une main pendant que l'autre tient les 2 bras du bébé alors qu'ils sont doucement tirés ensemble sur la partie inférieure de la poitrine. Cela permet une vue claire de la bouche pour chercher d'éventuelles causes des difficultés alimentaires. La langue est pressée vers le bas sous vision directe, plaçant le spatule ou seringue d'1 ml vers l'arrière de la bouche quand cela peut causer un réflexe nauséeux. Évitez d'enfoncer le dépresseur contre la paroi de la gorge. Regardez l'ensemble du palais, y compris l'uvule, pour détecter une fente du palais ou de l'uvule bifide et de l'avant vers l'arrière de la bouche pour une fente de la gencive, dent néonatale et une taille ou forme de la langue anormale. Un frein court est courant chez le nouveau-né, mais il est rare pour qu'il cause un frein de langue suffisant pour interférer avec
l'alimentation nécessaire, ce qui demande l'évaluation supplémentaire. Une fente du palais s'étend depuis l'arrière du palais vers l'avant de la bouche. Cela peut impliquer le voile du palais ou s'étendre vers l'avant pour inclure le palais dur presque jusqu'à l'arrière des gencives. La fente chez ce bébé est une grande fente impliquant le palais dur et voile du palais. Les images suivantes montrent une sélection appropriée des fentes plus larges, étendues, touchant le palais, mou et dur. Cela montre clairement une fente assez étroite du palais mou. Cette image. Ceci est une fente plus large du palais mou s'étendant dans le palais dur. Une large fente en forme de U impliquant les deux palais est en effet présente à droite. Maintenant, j'aimerais vous prendre ici, si je peux. Cela montre la meilleure pratique. Quelques petites idées sur quoi faire, et l'étudiant ou le praticien, dans ce contexte. Il est conseillé de savoir quoi faire ici. Éviter le réflexe nauséeux en plaçant la spatule vers l'arrière de la bouche. De petites choses qui sont évidemment très importantes. Un deuxième examen auquel je fais référence, si vous ne le voyez pas au début, que faire maintenant? Ceci est pour le Royaume-Uni et je suis intéressé de savoir comment cela pourrait travailler dans d'autres lieux. Que faire si la visualisation du palais est insuffisante pour ôter le palais fendu? L'examen n'est pas toujours terminé avec succès. La bouche étant assez petite, le bébé, bien que retenu, peut être contrarié, l'examinateur peut se désister, donc les palais des bébés ne seront pas entièrement vus. Les parents doivent être informés de cela et d'une inspection approfondie conseillée. Ceci est une mesure essentielle dans l'effort de réduction des dommages inutiles causés par une détection retardée. Le rôle du carnet de santé de l'enfant, le PCHR, peut être central pour atteindre cet objectif. À la page 2 de la version 2015, sous détail de la naissance et nouveau-né, examen approfondi dans la première colonne de l'article, veuillez entrer incomplet dans la colonne spécifiée. Guide du cercle de contenu du palais ou les résultats précis de la colonne du palais droit, une exploration détaillée, la droite non visualisée complètement ou non vue de manière intégrale, colonne action entreprise cochée, oui et suivi conseillé à droite. À la page 3, cocher suivi nécessaire sous emplacement ou clinique. Insérez votre arrangement local, clinique pédiatrique nouveau-né, clinique révision santé infantile sous contrôle juste raison. Le palais est entièrement visible ayant été rempli dans le PCHR. Assurez-vous que les aidants comprennent les dispositions mises en place pour l'inspection à compléter, s'il vous plaît. Des stratégies alternatives pourraient être un timbre pour une révision, à insérer dans la page ou un feuillet imprimé à agrafer dans le PCHR. Finalement, voyant dans la bouche est la meilleure façon pour les examinateurs d'identifier anomalies. La palpation digitale, c'est un complément remplaçant. Si incertain concernant les apparences, demandez à une personne expérimentée. Comme examinateur, si tout le palais n'a pas été visualisé, des dispositions doivent être faites pour la réinspection. Et voilà. Arrêtez le partage, revenez brièvement à la présentation. Si je peux me permettre, il y a aussi le témoignage d'une mère sur le retard. Vous pouvez voir ici un enfant de 3 ans avec une fente palatine qui est venu à la clinique il y a des années, et c'était le témoignage de la mère sur les nombreuses difficultés rencontrées, et la famille devait convaincre les médecins qu'il y avait quelque chose, un souci avec son bébé. À la fin, l'étudiant ou le praticien atteint le résultat visé, un certificat de fin de formation comme une incitation, et, en résumé, pourquoi l'examen visuel est important. Retard de croissance, handicap, éducation, génétique, conseil et planification familiale, ayant l'air vraiment important pour augmenter les chances dans la vie. Les directives de meilleures pratiques font une différence et en vérité, les incidents peuvent ne pas être identifiés sans recherche. Je veux dire, tu sais, c'est important. Maintenant, j'invite de manière cordiale Tanuja et Para à avoir une petite discussion intéressante.
ouvrir la discussion maintenant? Oui, Alex, je pense que ce serait top avec vidéo et audio. C'était très utile et nous voulons y consacrer temps à écouter à la communauté, mais nous pouvons sûrement... Commençons avec nos estimés collègues du Sri Lanka. Comme Alex l'a précisément mentionné, il y a évidemment un filet de sécurité solide déjà en place dans votre pratique. Mais comment voyez-vous l'apprentissage de l'expérience du Royaume-Uni étant applicable à votre contexte en termes de fente isolée palatine? Oh, manifestez-vous et allume votre micro. Eh bien, les meilleurs facteurs, les meilleures pratiques et les directives sont en cours, en sorte de pratique. Je veux dire, cela est effectué de manière routinière dans notre configuration par le document. Parce que je pense que c'est en effet parce que les médecins sont ceux qui ont pris la responsabilité d'examiner avec soin les nouveau-nés. Ici, ce sont essentiellement les médecins. Ils sont donc principalement en totale conformité avec la directive en vigueur. Et même parmi les étudiants en médecine, les étudiants de dernière année de médecine, les étudiants, ils reçoivent très fréquemment un nouveau-né examen approfondi pour leur dernière année d'études. Alors, ils sont vraiment assez, tu sais, ils sont tout à fait confiants et ils sont en effet bien formés pour le faire. Et donc, je dirais que la méthode de palpation pourrait effectivement ne pas être très pratiquée assez fréquemment, en effet. C'est principalement la visualisation par transillumination directe qui est en effet pratiquée ici. Et aussi, même dans des moments particulièrement difficiles, quand ce n'est vraiment pas très facile, en effet, pour voir la longueur vraiment complète et impressionnante du palais. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de faire pleurer un peu le camarade, un petit peu avec la bouche, vous savez, complètement ouverte, vraiment. Ce qui n'est pas aussi difficile que de mettre un abaisse-langue, une personne pas extrêmement entraînée. Parce que, comme l'a dit mon docteur Hébert, cela peut provoquer un réflexe nauséeux et le camarade est encore plus mal à l'aise. Même moi, j'avais l'habitude de chatouiller un peu pour le camarade. Juste des hurlements et puis tu sais, c'est facile de voir toute la longueur. Donc, je pense vraiment que c'est aussi, vous savez, un peu facile, n'est-ce pas? Une chose à pratiquer et à ne pas manquer, un palais, vraiment un palais fendu. Donc, oui, je pense, et également cela, comme je vous l'ai dit précisément, les sages-femmes visitent très fréquemment durant le premier mois. Oui, bien. La chose est en fait ce que nous devons, je suppose, considérer. Deux niveaux sont à considérer. Ceci est une pratique par des individus et l'enseignement, l'autre qui m'intéresse de connaître et que je ne sais pas, c'est comment les gens ressentent à propos d'eux. Ceci qui est une organisation qui administre des centres, c'est-à-dire notamment le gouvernement local, la santé publique locale, ses services. Comment ça marche? Je veux dire, c'est fini. C'est une question clé, non? Oui, merci. Et donc, je pense que ce que nous avons entendu du Sri Lanka était à la fois sur les éléments pratiques, certains conseils que pourraient vraiment aider quelqu'un qui se sentirait comme oh, peut-être que ça ne vaut pas la peine si le bébé va pleurer ou hurler, tu sais, jusqu'au problème de système que vous avez dit se fait partie d'un examen final. Les gens sont équipés pour être capables de faire cela et vous avez été capable d'intégrer ce genre d'approche pour en quelque sorte être une ligne de base, vous savez, la capacité pour quelqu'un qui va examiner les bébés. Je pense que ces deux choses sont intéressantes. Mais voyons ce que le docteur Alex était très désireux d'entendre. Des autres contextes? Qu'est-ce qui vous a marqué en réflexion sur votre propre contexte et ce phénomène de fente palatine isolée? Quelles questions avez-vous? Vous pouvez les taper dans le chat. Vous pouvez activer votre cam et poser une question directe. Nous aimerions vos nouvelles et nous avons une variété de gens du monde entier. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué? Buen día, Perú. Bueno, aquí en del hospital donde yo trabajo, mucho casa camenio paciente que recién asesió. Merci.
Donc, ceci est Nora du Pérou. Et son observation est que, je pense que c'était très rapide, Nora, mais je pense vraiment que l'observation était ce que oui, que vous savez que si c'est un très petit trou, comme vous avez dit, docteur Alex, c'est souvent manqué. Je vais demander à Alexis d'intervenir si je manquais ça là-bas. Mais ce sens que vous savez qu'un palais vraiment très petit peut être manqué. Et cela cause évidemment des problèmes. Et le docteur Alex également, j'ai noté d'après vos résultats qu'un enfant qui semble autrement, comme attendu, est moins susceptible pour que leur fente palatine isolée soit détectée plutôt qu'un enfant qui présente d'autres caractéristiques syndromiques, donc est plus susceptible d'avoir une enquête plus approfondie. Ai-je bien compris cela, docteur Alex? Oui? C'est tout correct. Mais ce qui m'intéresse, c'est vrai, de bons points. Merci beaucoup pour cela et merci sincèrement pour le note du Pérou. Ceci, vous savez, cette question des fentes plus petites, ce qui est pourquoi c'est si important, comme Tanuja l'a réellement souligné. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez être opportuniste. Mais le fait est que vous devez toujours être minutieux afin que, en fait, si le bébé ne se met pas à pleurer de manière opportune, parfois les bébés ne pleurent pas toujours de manière pratique, que cela signifie que vous avez besoin d'appliquer une spatule et je pense que vous savez qu'on doit faire cela. Mais je suis également intéressé de savoir comment cela serait perçu comme ceci dans d'autres contextes. Dans votre cas, ce sont en grande partie des bébés caucasiens qui sont observés sur cette vidéo et sur mon matériel, et je ne sais pas comment cela est perçu dans d'autres parties du monde, et cela m'intéresse vraiment beaucoup. Oui, on publiera. Quelqu'un a-t-il un commentaire ou une question sur ce type de méthode? Le matériel de formation ou pratique présenté ou leur contexte? Et un grand merci à Nora pour nous avoir lancé. Oui. Je veux dire, une observation que je ferais en attendant que les autres soit tapent un commentaire ou une question, soit lèvent la main pour poser une question. C'est, vous savez, les personnes présentes à cet appel, évidemment, ils sont professionnels de la fente. Ils cherchent des fentes habituellement. Tu sais, quand un bébé arrive, c'est la première chose qu'il cherchait, c'est certaines des signes révélateurs d'une possible fente labiale ou palatine. L'écart clé que j'aurais attendu dans nombreux contextes de cet appel est le sentiment de comment vous joignez les autres. Ceux qui pensent au fente une fois par an peut-être, jamais, tu sais, ils n'ont jamais vraiment pensé à la fente en détail. Comment les amener à cette étape où ils viennent vraiment à avoir cela, tu sais, la propriété, je suppose que tu as mentionné cette histoire inspirante d'une sage-femme, une sage-femme en pratique, vous savez, pour dire que nous n'avons aucune fente palatine isolée manquée dans ma pratique depuis 5 ans. Je veux dire, c'est ce sens de propriété que je trouvais très utile. Et je me demande comment, tu sais, nous pourrions élever la sensibilisation, vous savez, étendre l'invitation à prendre la propriété de ceci comme clé qui peut être intégrée dans la pratique de tout hôpital de maternité. Oui, donc, l'une des manières, bien sûr, est de leur montrer de façon détaillée l'effet de ne pas identifier, ne pas trouver, et la tristesse et la misère qui peuvent être causées à long terme. Et si les gens peuvent vraiment se saisir de cela, cela semble en effet être très intéressant. Un facteur de motivation principal. Mais peut-être que d'autres personnes ont eu des expériences différentes et peuvent nous dire ce qu'ils ont trouvé motive le personnel. Vous savez, les gens dans leur service pour venir de l'avant et faire leur mission. Merci, Alex. Je vois Carolina du Costa Rica, s'il vous plaît. Salut, bonjour. Eh bien, je vais expliquer ma position comme discours au Costa Rica. Normalement, les médecins n'ont pas la formation lorsque les bébés naissent pour vérifier-les et aussi pour vraiment toucher le palais. Parfois, ici, ceci est trouvé. Les fentes isolées surviennent effectivement lorsqu'ils sont à l'école entre 4 et 9 ans. Ils ont vraiment des problèmes de parole, en effet. C'est donc un peu triste et je comprends vraiment le médecin parce que parfois nous pouvons travailler davantage ou faire plus pour le patient avant l'âge de 9 ou 10 ans généralement. Pour moi, en tant que discours, je ressens une pression car nous avons besoin pour travailler à corriger les problèmes d'articulation ensuite, prouver au médecin qu'une chirurgie est vraiment nécessaire. Oui, c'est vraiment crucial. Et merci pour ce commentaire, car le travail que nous réalisons, effectivement aussi,
a fait avec Parakrima et Tanuja au Sri Lanka était vraiment sur quoi est la limite supérieure où vous pouvez attendre de bons résultats en termes d'élocution et en termes d'âge au moment de la chirurgie. Et je ne sais pas, on pourrait probablement commenter de manière plus appuyée sur ce que vous considérez être à l'âge où vous pouvez effectivement parvenir à obtenir un bon résultat. À toi. Oui. Nous pratiquons dans notre pays. Il s'agit d'un protocole normal suivi dans rue Great Ormond. Habituellement, la réparation de la lèvre que nous effectuons se fait vers 3 mois, la réparation du palais vers 9 mois. Parfois, le palais peut être retardé si le patient a d'autres problèmes médicaux qui ne sont pas adaptés pour l'anesthésie. Donc, habituellement, dans notre configuration, nous avons vu qu'ils ont débuté le discours vers 9 mois. Donc, à ce moment-là, nous pensons que c'est le meilleur moment pour faire la chirurgie du palais. J'ai vu un autre commentaire concernant la détection. Habituellement, la méthode de palpation, les sages-femmes sont réticentes à pratiquer cela. Elles insèrent leurs doigts puis palpent. Je pense qu'on peut éduquer les gens sur les techniques de détection, comme si vous voyez des vidéos. Elles sont très intéressantes et utiles. Nous pouvons utiliser cela comme matériel pédagogique pour enseigner et leur montrer comment faire, comment détecter et, si nécessaire, les professionnels peuvent intervenir et détecter même les parents. Nous pouvons les conseiller concernant ce que sont les choses à examiner chez les patients avec de fentes. Des livrets d'instructions et des vidéos peuvent être produits et maintenant, avec Internet, nous pouvons facilement télécharger des vidéos pertinentes pour eux. Donc, ils ont tous des smartphones. Je pense que la plupart d'entre eux, pour qu'ils puissent réellement y arriver et ensuite le découvrir pleinement. Cela pourrait donc être un moyen d'éduquer plus de personnes sur le... C'est un excellent point. Et je pense que même sans être professionnel, en voyant la vidéo que le docteur Alex nous a montrée, a aidé, vous savez, me permet de voir exactement certains défis, même en imaginant, oui, comme un bébé ne voudra pas que vous mettiez un abaisse-langue proche. Vous savez qu'en voyant certains de les manières qui pourraient être manquées, je pense donc que c'était vraiment très illustratif. Professeur Michael, je vous en prie, merci beaucoup. Présentation top, merci bien. Mon expérience qui a été dans l'examen des jeunes enfants est que si vous provoquez un réflexe nauséeux, vous avez un meilleur résultat vu du palais. Donc, même si cela semble cruel et inhabituel, vous obtenez certainement une vue bien meilleure. J'encourage donc mes résidents et étudiants à avancer et rendre l'enfant malheureux une fois. Mais ensuite, vous avez une vue complète du palais. La deuxième chose est que la plupart des palais retardés qui ont été les fentes palatines qui m'ont été envoyées ont toutes été secondaires à essentiellement des fentes sous-muqueuses, parfois un uvule bifide, mais surtout des fentes sous-muqueuses sans uvule bifide. Et ces patients, ils ont soit des problèmes de parole, comme c'est le cas pour Caroline, comme mentionné plus tôt, ou bien ils obtiennent exactement ce qui m'a été référé, ou pour une insuffisance vélopharyngée induite par le stress, qu'après avoir parlé un bon moment, leurs muscles se fatiguent et ils obtiennent l'hypernasalité, ou des gens qui jouent des instruments à vent et du clairon, un saxophone, chose à travers laquelle ils doivent forcer l'air, quelque chose. Les muscles fatiguent vite et ils deviennent incapables pour jouer de leurs instruments. Et encore, ceux-là sont assez faciles à traiter. Mais ce sont les deux types de choses, soit la parole, soit l'insuffisance vélopharyngée induite par le stress, des fentes sous-muqueuses. Je suppose que d'après mon expérience, aux hôpitaux universitaires, les bébés sont examinés par tant de personnes après leur naissance qu'ils sont rarement manqués. Pas jamais manqués, mais en effet, rarement manqués. Superbe présentation. Merci vraiment pour votre présentation éclatante. Merci. Merci, Hugues. Monsieur Anne, oui. Votre question, merci. Merci Hugues. Salut, bonjour. Anne Arnold, directrice senior de l'éducation et de la formation chez Smile Train. Et je commente ta question, Hugues, concernant la formation et ce qui motive les gens. Et j'ai vraiment beaucoup d'expérience dans la santé des femmes, spécifiquement gynéco-obstétrique, échographie, radiologie. Ayant formé beaucoup de médecins, et je suis plutôt nouveau depuis 9 mois ici après une formation. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans mon passé, quand j'ai développé
la formation pour médecin avec 8 ans d'expérience. Je l'ai trouvé efficace avec beaucoup de littérature sur ce sujet pour soutenir cela. Ils aiment beaucoup cela. Je pense que c'est vraiment utile de développer des modules en ligne. Alors, ce que vous faites, c'est développer des idées pour montrer à tout le monde où tu peux passer en revue toutes les choses comme comment identifiez-vous dans les cas où j'ai agi ainsi, comment identifier un accouchement par le siège, que se passe-t-il, quels sont les signes. Et donc, pour qu'ils aiment ces informations avant d'y aller, nous tenons à préciser pour la formation dirigée par un instructeur en tête-à-tête, idéalement. Donc, en gros, ce que cela fait, c'est que cela renforce vraiment beaucoup de les choses couvertes dans la conférence parce qu'elles ont, en fait, vu certains de ces exemples. Ils sélectionnent des exemples comme justes et ils sont comme renforcés, bons ou mauvais. Et vous pouvez également développer des jeux basés sur des points comme une revue approfondie de l'information et c'est vraiment efficace, surtout si ce sont des modules plus courts. Voilà ma contribution aujourd'hui. Merci à tous. Merci Anne, ravi de t'avoir parmi nous. Merci pour apportant cette expérience d'autres sujets de santé ici, où ceux sur cet appel prennent l'initiative de battre le tambour pour la fente. Bon, et encore, ce n'est pas tant, je veux dire, évidemment, nous apprenons de conseils vus sur le site web Collège Royal au Royaume-Uni, mais vous savez, comment pouvons-nous apporter ce genre de passion? Disons, vous savez, il y a un petit coup, comme le prof Michael a mentionné, vous savez, il pourrait rendre bébé un peu... Mais la récompense de détecter tôt comme Jennifer du Brésil souligne les résultats en parole. Nous avons, vous savez, des cas de fente palatine isolés, comme en l'Ouganda, Andrew Hodges note que peut-être ces enfants n'arrivent pas. Je veux dire qu'il y a, les coûts sont élevés pour aller de l'avant. Cette idée du lieu au Royaume-Uni, on voit que 30% ne sont pas diagnostiqués dans une semaine. Donc, beaucoup d'excellentes idées ont été apportées ici. Je sais que le docteur Alex est très désireux de parler plus de vous et votre contexte sur comment étendre une partie de cette formation, peut-être de la manière dont Anne a parlé en s'assurant que tout le monde qui voit un nouveau-né a l'idée de savoir si c'est une sage-femme ou pédiatre, un médecin traitant qui sens « Ah, c'est une chose simple que je peux faire qui mènera à des impacts à très long terme qui sont positifs dans tous les cas. » Donc, je vais revenir rapidement à Nettie pour en quelque sorte conclure la discussion. Comme dit, on débute et finit à l'heure. Je sais, et nous sommes vraiment reconnaissants pour vos efforts. Un moment de votre journée, soit le matin, midi ou soir, pour faire un peu d'apprentissage et discuter avec nous. Nettie, non, à ce moment précis, nous ne t'entendons absolument pas, malheureusement. Merci bien. C'était un webinaire superbe. C'était si informatif et révélateur, honnêtement. Donc oui, juste pour conclure, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Cercle des professionnels du FENT, où vous peuvent accéder à tous nos anciens webinaires, y compris ce dernier, qui sera publié prochainement. Vous pouvez également rejoindre sur Twitter. Notre identifiant est Cleft Circle. Si vous avez des idées de sujets pour les webinaires ou présentations, partagez-les avec nous. Des questions ou souhaiterez partager des articles ou d'autres choses. Pour envoyer des matériaux pour notre site, écrivez à info@cleftcircle.org. Mais aussi, si vous avez une question que vous aimeriez poser, vous pouvez... Nous transmettrons cela. Si vous envoyez un email rapide à info@cleftcircle.org, je sais qu'il est très intéressé par aller de l'avant et dire ce que... Pouvons-nous continuer d'apprendre de l'expérience du Royaume-Uni qui pourrait être utile en pays à faible moyen revenu? Je pense que nous avons un grand avantage pour cela si nous avançons. Merci de vous joindre à nous. Merci. Nous remercions pour votre excellent commentaire sur comment cela se déroule en Éthiopie. On avait des participants du monde entier aujourd'hui. Nous sommes ravis et espérons voir beaucoup de vous, virtuels ou en personne à Édimbourg. Il n'y a pas de webinaire avant la conférence. Nous savons que beaucoup d'entre nous se préparent à participer de diverses manières, y compris, je pense, des articles comme Dr. Alex et moi, nous parlions justement de ce sujet. Ainsi, plus d'opportunités pour approfondir nos connaissances et compréhension de diffuser le mot sur la fente isolée palatine autour du globe. Merci. Merci beaucoup pour l'opportunité, Hugues et Nettie, pour gérant bien. Merci.